Dans le monde de l'artisanat, dans le monde de la création d'entreprise, dans le monde de l'entreprise de façon générale, on a un peu tous le même but, c'est de devenir libre financièrement et de notre temps, et puis fier aussi de ce qu'on produit, de ce qu'on réalise, de pouvoir exercer un métier qui nous plaît et qui nous passionne librement justement. Le truc, c'est que quand on regarde autour de nous, combien y arrivent, combien réussissent à atteindre cette liberté et cette rentabilité, cette simplicité et ce plaisir à être finalement dirigeant d'une entreprise dans le bâtiment. Eh bien, je trouve que trop peu, c'est pour ça que je passe mes journées à essayer d'accompagner ceux et celles qui veulent atteindre ces objectifs. Mais je voulais ici vous partager dans cet épisode les clés, en tout cas ce que je pense être les clés pour avancer sur ce chemin. Non pas que je pense avoir tout réussi, mais je pense qu'au quotidien, j'avance vers ces objectifs, vers les objectifs que tous les dirigeants cherchent à atteindre. Et je voulais, dans cette vidéo, vous donner les grandes clés de ce que j'avais compris qui m'a permis d'avancer et qui me permet encore aujourd'hui de le faire. À la fin de cette vidéo, je vous donnerai le point clé qui me semble être le plus important pour arriver à avancer vers ses objectifs, à être libre financièrement et de son temps et à être heureux dans sa vie. Alors pour commencer, je voulais vous parler du timing, parce qu'il est extrêmement important de mener un projet dans le bon timing, que ce soit une création d'entreprise, une reprise d'entreprise ou une structuration d'entreprise. Il faut que vous ayez les bonnes conditions autour de vous pour pouvoir réussir. Je m'explique. Dans tout projet, dans toute gestion de projet, finalement, il y a 5 grandes phases. La première, c'est la phase des pionniers. C'est-à-dire qu'on va débuter quelque chose qui n'existe pas, que personne ne connaît. Alors, dans le monde du bâtiment, c'est pas que c'est de moins en moins vrai, il y a toujours de la R&D, il y a toujours des gens qui vont découvrir des nouvelles choses, mais on va dire que les métiers du bâtiment sont quand même ancestraux et connus depuis bien longtemps. Donc, les pionniers, ça fait bien longtemps qu'ils ont existé. Mais dans d'autres domaines, on le voit, si je prenais quelque chose, je sais pas, tiens, qui est dans notre quotidien, je pense à Amazon, il y a un moment donné, quelqu'un qui pense que c'est possible de créer un service de livraison ainsi de suite, ça n'existait pas. Donc on a eu des pionniers qui se sont dit, tiens, peut-être ça pourrait le faire, ça pourrait exister. Ensuite, on a les précurseurs. Ces précurseurs, c'est ceux qui ont observé échouer ou réussir plus ou moins les pionniers et qui se disent que le projet a véritablement une capacité à réussir. Et là, vont mettre de l'énergie, de la structuration, des moyens pour pouvoir développer ce projet. Certains projets vont effectivement se développer et vont être vus par ce qu'on appelle une majorité précoce. À ce moment-là, les gens vont se dire, tiens, il y a un truc qui se passe, il y a quelqu'un qui a déjà créé la roue, là, ça roule, ça marche, tiens, il y a un truc. C'est encore pas une généralité, c'est encore pas quelque chose qui est dans notre quotidien. On pourrait parler, même si c'est un sujet assez dangereux, mais on pourrait parler du Bitcoin ou de ces monnaies, on va dire, digitalisées, où tout le monde a entendu parler, tout le monde observe de loin le sujet ou de près, mais c'est quelque chose qui est encore, on va dire, précoce sur le marché. Ensuite, il y aura la majorité tardive. Cette majorité tardive, elle arrive quand le projet, quand le sujet est connu de tous et que tout le monde veut s'y intéresser, tout le monde veut rentrer dans le sujet. Une fois que c'est fait, on aura, pour finir, ceux qui seront retardataires, c'est-à-dire qu'au moment où ils vont vouloir rentrer dans un projet, ou vont vouloir profiter de quelque chose, c'est quelque chose qui sera commun, qui sera presque dépassé, qui n'aura plus, on va dire, l'attrait et l'intérêt de la nouveauté, ou en tout cas de la particularité qu'on peut avoir sur un marché avec telle ou telle activité ou tel sujet. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? Parce que, comme je vous le disais, je pense que le monde de l'artisanat et du bâtiment, de façon plus globale, n'est pas dans la partie pionnier, ni même précurseur. En tout cas, pas dans la majorité de ses activités. Pour autant, je pense que la gestion d'entreprise, comprendre qu'on ne doit pas seulement exercer, mais qu'on doit aussi maîtriser la gestion financière, comptable, juridique, sociale, peu importe, la gestion globale, administrative, la gestion de chantier, qu'on doit structurer, organiser, même une petite entreprise de façon très précise pour pouvoir l'emmener à plus haut niveau, et bien là, je pense que c'est encore une vision qui est entre les précurseurs et la majorité précoce. Beaucoup d'entre vous voyez que certains y arrivent, que certains réussissent là-dedans. Pas encore beaucoup, pas encore suffisamment, pas du tout la majorité des entreprises, mais on constate, alors des fois on fait aussi une erreur quand on est dans l'artisanat du bâtiment, c'est qu'on pense que ça appartient aux grosses entreprises. Et qu'on ne peut pas, nous, maîtriser tout ça, qu'on ne peut pas parce qu'on n'a pas fait de grandes études, parce qu'on n'a pas tous les moyens qu'ils ont. Et en fait, à proportion de chacun,
Tout le monde peut tout faire. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Je pense qu'à nos proportions, à notre niveau, on peut tous réussir si on se donne les moyens et si justement on est capable de repérer où est-ce qu'on est par rapport à ce système-là, si on est en retard dans ce qu'on est en train d'essayer de mettre en œuvre, si au contraire on est trop en avance parce qu'il n'y a pas de marché, il n'y a pas de, il y a pas, comment dire, ouais, il n'y a pas de sujet économique derrière une bonne idée peut-être, mais il n'y a pas de sujet économique. Où est-ce qu'on se situe entre les deux et que c'est le moment justement de pousser et de structurer et d'organiser et de développer le projet en question. Pour continuer, je voulais vous parler des sacrifices qu'il va falloir faire. Parce que mener un projet, que vous soyez dans le bon timing ou pas, de toute façon, ça va vous demander de l'énergie et des sacrifices. Derrière le mot sacrifice, j'entends plutôt le mot décision. Il va falloir décider de ce que vous allez faire ou pas faire. Moi, au quotidien, j'essaye d'être focus, en mode focus. C'est-à-dire que je me fixe un objectif global, que je découpe en plusieurs objectifs. Et derrière, chaque objectif, je les structure dans le temps, en disant celui-là en premier, celui-là en deuxième, celui-là en troisième. C'est comme ça que je vais atteindre mon objectif final. Et pour chaque objectif, eh bien, je reste focus. C'est-à-dire que le matin, quand je me lève et que j'attaque à bosser ici dans mon bureau, je me demande si ce que je fais, si chaque chose que je fais me permet d'atteindre le premier objectif que je me suis fixé, qu'il soit dans la journée, dans la semaine, dans le mois, dans l'année, peu importe. Mais je me demande, je me pose la question à savoir si ce que je fais m'emmène vers mon objectif ou non. Et c'est là que le matin, il y a des choses énormes qui ont évolué depuis que je fais ça. Avant, le matin, je faisais quoi? Je reprenais mon téléphone, comme beaucoup je crois. Je prenais mon téléphone et puis je commençais à scroller sur les réseaux sociaux, aller voir sur Facebook, ce qu'on dit les uns, les autres, Insta, ainsi de suite. Et en fait, depuis, je fais quasiment plus ça. Je passe très peu de temps sur les réseaux sociaux, car pour l'instant, être sur les réseaux sociaux ne me permet pas d'atteindre les objectifs que je me suis fixés pour les projets et les buts que j'ai au jour d'aujourd'hui. Donc, je suis en mode focus. Je vous invite à être en mode focus et à faire des sacrifices, c'est-à-dire à sacrifier peut-être du temps à flâner pour finalement passer du temps à réussir. C'est toujours frustrant, c'est toujours compliqué de devoir justement se frustrer et ne pas faire ce qu'on veut à l'instant T pour faire ce qu'il faut, qu'on connaît parfaitement, mais qu'on n'ose pas ou qu'on ne veut pas ou qu'on n'a pas le courage de faire, qui de toute façon nous emmènera vers ce qu'on veut atteindre. Parce qu'une fois qu'on l'a atteint, on est fier de nous, on est content, on se dit « Waouh, super truc, là, c'est ça à faire ». Vous savez, il y a une expression qui dit « Il faut avaler le crapaud en premier dans la journée ». C'est-à-dire que ce que vous n'aimez pas faire, ce que vous devez faire, mais que vous n'avez pas du tout envie de faire, eh bien c'est la première chose que vous devez faire le matin, c'est faire le sacrifice d'un moment tranquille, à commencer par tout faire et rien faire, parce qu'on est tôt le matin dans son atelier, tôt le matin dans son bureau, et qu'au lieu de se dire « j'en profite pour vraiment boucler des trucs à la con », et faire ce que je dois faire avant que mes gars arrivent, avant que les clients appellent, ainsi de suite, et ben on a tendance à finalement flâner dans le bureau, boire un café, regarder des trucs sur les réseaux, parce qu'on est tranquille, parce qu'on veut s'occuper de nous. Mais le truc, c'est que si on s'occupe de nous en priorité et qu'on ne s'occupe pas de son objectif, eh ben on n'atteindra jamais cet objectif. Et donc, le reste de la journée sera compliqué parce qu'on n'aura pas atteint cet objectif. Pour avoir quelques minutes de tranquillité ou de plaisir personnel. Et bien à ce moment-là, moi je vous invite fortement à faire le sacrifice de ça et à foncer droit vers vos objectifs dès le matin, de bonne heure, et de pouvoir ensuite constater que vous avez atteint cet objectif, peut-être à ce moment-là prendre du temps pour vous tranquillement et de le dédier pleinement, fier de ce que vous avez pu réaliser. Alors pour continuer, je voulais vous parler de l'effet cumulé. Qu'est-ce que c'est l'effet cumulé? En une phrase, l'effet cumulé, c'est qu'on surestime ce qu'on est capable de faire à court terme et on sous-estime ce qu'on est capable de faire à long terme. C'est un Américain qui a dit ça, je ne me rappelle plus de son nom. L'idée, c'est quoi? C'est de se dire que quand on a un projet, quand on a un objectif, eh bien en fait, quelque part, on veut que ça réussisse rapidement. Et c'est comme ça qu'on vous vend plein de choses sur Internet ou à la télé, où j'en passe et les meilleurs, pour vous dire achetez ça, vous allez voir dès demain, ça va être waouh, faites ça, vous allez être comme ça, ainsi de suite. Mais en réalité, tout ça ne fonctionne pas. Il n'y a que le temps
qui permet à tout à chacun et à tout projet d'émerger. Il ne faut pas croire que Amazon, Coca-Cola, toutes ces grandes réussites, on va dire ça comme ça, sont nées comme ça dans la seconde. Au contraire, Apple, ainsi de suite, c'est des gars qui ont cru en leur projet pendant longtemps. Je crois que Coca-Cola a dû vendre une dizaine ou une vingtaine de bouteilles l'année de création de Coca-Cola. Imaginez le gars qui crée Coca-Cola, qui vend 10 bouteilles dans l'année, qui se dit non mais en fait c'est un projet de merde. Vous voyez un peu ce que c'est aujourd'hui Coca-Cola. Donc l'idée c'est de ne pas oublier que ce que vous faites, c'est un peu un travail de fourmi. Réussir dans son entreprise, dans le monde du bâtiment, c'est la même chose. C'est un travail de chaque jour qui vous emmène dans le temps à réussir. On sous-estime ça, on le voit très facilement par exemple dans les salles de sport, le premier de l'an, tout le monde vient s'inscrire, résolution de la nouvelle année, je vais faire du sport, et en début d'année, les salles de sport vous vendent des abonnements à l'année, et puis la réalité c'est que 80% ont fini d'aller à la salle à la fin du mois de janvier, ou alors au mieux fin février. Parce qu'au début, ils sont motivés, ils pensent qu'à court terme, voilà, ouais, j'y vais tous les jours, 2 fois par jour, ainsi de suite. Mais la réalité, c'est qu'on ne voit pas un changement immédiatement. Vous ne devenez pas costaud, vous ne devenez pas, vous perdez pas 10 kilos comme ça sur un claquement de doigts. C'est le temps qui va construire qui vous êtes et les projets que vous menez. Et il faut que vous vous donniez le temps, mais il faut aussi avoir, comment dire, le focus, la persévérance de tenir dans le temps. Par contre, quand on fait ça, ça paye toujours. Parce que soit, ça c'est pas moi qui l'ai dit, je crois que c'est Gandhi ou c'est Mandela, je sais plus, mais je n'échoue pas, j'apprends. Et ben c'est ça, c'est-à-dire qu'en persévérant, vous irez jusqu'à votre objectif pour constater que finalement, ça vous plaît pas, ça marche pas, vous réussissez, vous ne réussissez pas, et dans tous les cas, vous aurez appris et vous pourrez vous fixer un nouvel objectif qui vous permettra encore là de faire un pas de plus. Pour vous donner une idée, je voulais parler d'argent parce que c'est un sujet facile quand on veut parler des effets cumulés. Si vous placez 20 € par semaine, si vous aviez placé, on va parler autrement, si vous aviez placé 20 € par semaine pendant 20 ans en bourse sur les années passées, est-ce que vous avez une idée de ce que ça aurait pu vous rapporter au bout de 20 ans? Eh bien, 65 000 €. À placer 20 000 €, à placer 20 € par semaine pendant 20 ans en bourse, bon, c'est pas pour faire la pub de la bourse, hein, mais aujourd'hui, la moyenne de la bourse, c'était 10%, il me semble, eh bien, vous auriez, en effet cumulé, 65 000 € au bout de 20 ans. Et quand on a une entreprise, eh bien, garder du bénéfice dans son entreprise, c'est primordial. C'est primordial pour la protéger de tout ce que vous ne voyez pas et que personne ne peut voir qui peut arriver. Je pense beaucoup au Covid quand je dis ça. C'est-à-dire finalement, du jour au lendemain, il se passe des choses qu'on n'a pas pu anticiper. Tous ceux qui avaient une trésorerie extrêmement tendue, à ce moment-là, ont bu le bouillon, comme on dit aussi. Ceux qui avaient de la trésorerie ont pu se préserver en fait de cet impact-là. Il y a un véhicule qui clash alors que ce n'était pas prévu, ainsi de suite. Vous devez garder de la trésorerie. Si vous gardez 10 000 € par an, à la fin de l'année, vous générez 10 000 €. C'est pas dingue. Vous faites 100 000 € de chiffre d'affaires, 10% de rentabilité en fin d'année que vous laissez sur les comptes de votre entreprise. Eh bien, ces 10 000 € sur 20 ans, si vous les aviez placés les 20 dernières années, est-ce que vous avez une idée du montant que ça représenterait aujourd'hui au bout de 20 ans? Plus d'1,5 million. D'accord, 550 000 € à peu près, je vous passe les détails, on s'en fout. Mais dans l'idée, c'est de vous montrer la puissance de l'effet cumulé. C'est-à-dire que chaque année, je garde mes 10 000 €. Alors c'est peut-être difficile de les garder, de dire « Ah ouais, mais bon, avec 5 000, tiens, je pourrais aller en voyage, je pourrais faire ça, je pourrais m'acheter ça, ainsi de suite. » Puis vous allez voir la trésorerie qui va monter d'année en année dans votre entreprise. Vous allez avoir une envie, c'est de la récupérer pour toute autre chose de plus plaisant immédiatement. Sauf que si vous avez la capacité de la laisser dans l'entreprise, au bout de 20 ans, votre boîte est là, 1,5 million de trésorerie. Et bien, je vais vous dire, avec 1,5 million de trésorerie, vous commencez à être bien protégé de l'activité globale et du monde économique. Pour continuer, il y a un autre sujet qui, à mon avis, est extrêmement important à intégrer quand on veut réussir là où les autres échouent, c'est l'humilité. L'humilité, elle vous permet de penser que les autres savent peut-être mieux que vous, que l'environnement a peut-être de bonnes choses à vous apporter, que finalement, vous pouvez apprendre au quotidien, progresser au quotidien et que tout est à améliorer parce que vous n'avez pas la science exacte, parce que vous n'avez pas tout compris et tout appris. Quand on pense comme ça,
eh bien ça permet de progresser, ça permet d'écouter là où on voudrait avoir un avis fermé définitif, où on est rassuré de penser comme ça. Non, non, dans le bâtiment, c'est comme ça, mais c'est pas autrement. En fait, cette façon de penser vous emmène surtout à vous protéger, de ne pas constater que vous n'y arrivez pas, de ne pas constater que vous ne savez pas. Si vous ne voulez pas vous intéresser à certains sujets, si vous ne voulez pas, typiquement la gestion d'entreprise, si vous ne voulez pas vous intéresser à la gestion d'entreprise, si vous dites non, non, mais moi je vais faire mon boulot, pas besoin de se faire chier avec les chiffres, tout ça, c'est le truc du comptable. La plupart du temps, c'est parce que vous n'avez pas confiance en vous, parce que vous avez peur d'échouer dans ce sujet-là et qu'on préfère faire quelque chose qu'on maîtrise que d'aller affronter un échec ou affronter quelque chose qu'on ne connaît pas. Et ça fait peur. Et quand ça fait peur, eh ben, soit on a l'humilité d'admettre que ça nous fait peur et qu'on ne sait pas, soit alors on va vouloir se convaincre et convaincre les autres que ça n'existe pas, qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de sujet, que vous n'êtes pas concerné. Moi, je prends souvent, dans le cadre de mon programme BTP Performance, je prends souvent des appels téléphoniques le matin et je vous assure qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup d'artisans, d'entreprises, de futurs chefs d'entreprise qui m'appellent, qui ont soit de gros problèmes, soit qui ne voient absolument pas comment ils vont créer leur entreprise, mais qui m'expliquent qu'ils maîtrisent tout ça. Ils ont fait des grandes études, ils ont eu tel métier, ils ont déjà généré des millions de chiffres d'affaires, qu'ils ont gagné beaucoup d'argent, ainsi de suite. Tous ces gens qui m'expliquent combien ils ont déjà réussi ne sont, de ma vision, pas humbles. Et parce qu'ils ne sont pas humbles, ils m'appellent pour finalement quoi ? Quel est l'intérêt de m'appeler pour me dire que tout est parfait, ainsi de suite. Donc moi, dans mon questionnement, j'essaye de faire prendre conscience à ces gens-là que s'ils m'appellent, c'est qu'ils ont un problème, parce que concrètement, ils n'ont pas d'argent, concrètement, ils n'ont pas de travail, concrètement, ils ne savent pas comment créer leur entreprise et c'est ce qu'ils voudraient faire. Mais ils n'ont pas l'humilité, finalement, de tout simplement se renseigner, solliciter l'extérieur, que ce soit moi ou d'autres, bien évidemment, mais de simplement arriver humblement à dire, voilà, moi, ce sujet-là, je ne maîtrise pas, il y en a plein d'autres que je maîtrise, mais ça, je ne sais pas, ça, je n'y arrive pas. Et est-ce que quelqu'un peut m'aider, ou qu'est-ce que vous avez à me proposer, ou qu'est-ce que finalement je pourrais comprendre de mon environnement. Quand vous êtes dans cet état d'esprit de vouloir comprendre votre environnement, eh bien je vous assure, avec humilité, eh bien je vous assure que c'est le meilleur moyen de progresser. C'est pas parce que vous allez discuter avec un chef d'entreprise qui génère des milliards que vous en apprendrez plus qu'à discuter avec votre salarié, avec un gars dans la rue que vous ne connaissez pas, qui a une idée, qui aura une vision, qui aura une façon de voir que vous n'aurez pas, que vous allez pouvoir comprendre à cet instant-là et pouvoir justement progresser. On peut progresser au contact de tout le monde tant qu'on est ouvert à ce que les gens disent et qu'on est humble face à ce qu'on sait et ce qu'on a réussi ou pas. Je voudrais rajouter sur le sujet de l'humilité qu'il ne faut pas mélanger culpabilité et responsabilité. J'en ai déjà parlé dans de précédentes vidéos. C'est quelque chose que je trouve très important. C'est de se dire que finalement on est responsable de tout, mais qu'on n'est pas forcément coupable des choses. Je m'explique. Quand on est face à un échec dans son entreprise, un client ne nous a pas payé, un gars pose sa démission, on a un problème de rentabilité, on a une responsabilité là-dedans. Même si vous allez me dire, bah oui, mais le gars, il a trouvé une copine à l'autre bout de la France, ce client-là, moi, j'ai pas vu, machin, il m'a planté, j'y pouvais rien. Bah oui, c'est compliqué l'économie en ce moment, voilà, c'est pour ça que j'ai des problèmes de rentabilité. Il y a peut-être du vrai, c'est peut-être aussi vrai que ce que vous êtes en train de le penser et de le dire, mais posez-vous quand même profondément la question de savoir quelle est votre responsabilité face à ça. Si votre gars, vous le payez 3 francs 6 sous et que vous le traitez comme de la merde, peut-être que l'idée d'avoir une copine à l'autre bout du monde, ça l'a arrangé aussi de pouvoir finalement se barrer de votre entreprise pour pouvoir rejoindre sa copine. Il a préféré faire ça plutôt que de voir comment sa copine pouvait venir là où lui habite pour pouvoir maintenir son travail avec vous. Quand il y a des problèmes économiques mondiaux, européens ou français, est-ce que c'est une fatalité que de le subir dans son entreprise? Je ne crois pas. Et ainsi de suite. Donc si vous voulez, l'idée c'est de se dire, je ne suis pas forcément coupable, je ne fais pas exprès de virer un gars, d'avoir des problèmes de trésor, qu'un client ne me paye pas, mais quelle responsabilité j'ai par rapport à ça?
Est-ce que finalement ce client, dès le début j'ai mal cadré, dès le début j'ai pas fait signer le devis correctement, dès le début j'ai pas fait signer mes travaux supplémentaires et au final il ne me paye pas. Je suis quelque part responsable de ça. Maintenant on est d'accord qu'un client qui ne vous paye pas, vous n'êtes pas coupable du fait qu'il ne vous ait pas payé. Et donc il y a bien cette notion de responsabilité et culpabilité et je pense qu'avec un peu d'humilité, on trouve finalement beaucoup de responsabilités dans ce qu'on fait tous les jours. Et le gros avantage, c'est que la responsabilité qu'on a sur les choses, c'est des choses qu'on peut faire évoluer. Alors que la culpabilité, on subit les choses. Moi, je subis que le client ne m'ait pas payé, donc je n'y peux rien et je ne pourrai pas apprendre de cette expérience. Tandis qu'avec humilité et responsabilité, on se dit qu'est-ce que je peux comprendre, qu'est-ce que j'ai fait que j'aurais pas dû faire, qu'est-ce que je n'ai pas fait que j'aurais dû faire, qui m'aurait permis d'éviter cette situation. Alors pour finir, comme promis, je voulais vous parler du sujet qui me semble être le plus important, de la capacité, de la vision la plus importante qu'on doit avoir quand on veut réussir là où les autres échouent. C'est tout simplement la persévérance. Parce que grâce à la persévérance, il y a peu de choses qu'on ne peut pas réussir. Alors oui, ça peut être dur de persévérer. Vous voyez bien les sportifs de haut niveau, ils ne sont pas arrivés à ce niveau-là sans sacrifice, on en parlait, sans persévérance justement. Mais si vous êtes passionné, parce que pour moi ça c'est extrêmement important, c'est d'être passionné avant de persévérer. Si vous persévérez dans quelque chose qui ne vous plaît pas, qui n'a pas de sens pour vous, ça va être non seulement très dur, mais pour moi, en plus, ce n'est pas un chemin de vie. Il faut que vous soyez passionné par ce que vous faites. Le monde du BTP est un monde de passionnés, de valeurs, est un monde humain. Il faut que vous soyez passionné par tout ça, passionné par le métier technique aussi, mais bien au-delà, pour pouvoir vous dire, ok, là-dedans, je veux réussir et je vais réussir. Et là, il va falloir que vous persévériez. Parce qu'au début, comme dans toute phase d'apprentissage, ça va aller plutôt vite. Et puis vous allez arriver à un moment où ça va stagner, voire même ça va régresser. Vous allez rencontrer des problèmes. Vous avez embauché un gars, vous avez un problème à manager. Vous avez un peu plus de clients, vous avez des problèmes de planning, vous avez des problèmes de paiement. Et en fait, arrivé à ce moment-là, la majorité échoue parce qu'en fait la majorité abandonne, la majorité lâche. On en parlait sur le sport. Si tout le monde faisait du sport une fois par jour, 1 heure, machin, de façon cadrée, on serait tous de grands sportifs. En tout cas, on serait tous en très bonne santé d'un point de vue physiologique grâce au sport. Pourquoi ? Parce qu'on aurait persévéré. Et dans le monde du BTP, il faut que vous persévériez. C'est extrêmement important d'avoir cette valeur, d'avoir cette vision qui va vous emmener à voir solution plutôt que problème. C'est là la grande différence des gens qui persévèrent, c'est que non seulement ils ne s'arrêtent pas à ce qu'ils vivent à l'instant T, mais ils voient plus loin, ils voient l'objectif et ce qui va se passer s'ils réussissent leur projet. Et en plus, à chaque fois qu'ils rencontrent une difficulté, ils cherchent la solution. Ils ne subissent pas, ils cherchent la solution. Moi, j'ai eu la chance de découvrir un sport fabuleux qui est la planche à voile. Un de mes amis m'a initié à ce sport. Je peux vous dire qu'au niveau ingrat, il n'y a pas mieux. C'est un sport de malade. Vous attaquez la planche à voile. Au début, c'est amusant. Vous arrivez un petit peu à naviguer comme ça. Puis quand vous commencez à vouloir être au planning, c'est-à-dire aller un peu plus vite, là, vous allez découvrir que c'est extrêmement compliqué. Et sans plaisanter, je crois que pendant 1 an, quasiment, j'allais 1 fois par semaine m'entraîner pendant 4 heures, et pendant 1 an, alors peut-être que je n'ai pas de facilité, que vous allez dire que je suis parti de loin, mais pendant 1 an, j'ai galéré avant de pouvoir, même pas maîtriser, avant de pouvoir profiter, parce que c'est ça aussi la persévérance, ça vous permet de passer un cap qui vous permet de profiter. Pendant 1 année, j'ai pratiqué la planche à voile et chaque fois je tombais et je disais ouais, ça commence à me faire chier ce sport et je balançais le matériel parce que je suis un peu nerveux des fois. J'étais un peu nerveux, je me suis bien calmé en vieillissant. Et chaque fois mon pote me disait allez tiens le coup, machin, tu vas voir, je t'explique, ainsi de suite. Et c'est vrai que d'avoir un mentor, d'avoir quelqu'un qui peut vous guider, vous accompagner, ça aide énormément plutôt que d'être seul face à ces problèmes, à chercher les solutions. Mais dans tous les cas, face à cette difficulté, parce qu'il ne peut pas apprendre à ma place, il peut m'aider à apprendre, tout doucement, j'ai commencé à comprendre, j'ai commencé à progresser, ainsi de suite. Et aujourd'hui, c'est vrai que la planche à voile est un sport que j'adore, que je pratique parce que j'ai persévéré et que j'ai atteint un objectif, celui de pouvoir naviguer et profiter pleinement de ce sport, de la planche à voile. Et pour la création d'entreprise, pour la gestion d'entreprise, c'est la même chose.
Au début, ça va être facile. C'est facile de racheter une entreprise. Moi, j'ai racheté celle de mon père. Je peux vous dire, il n'y a rien de plus facile, hein. Il suffit d'aller faire un chèque, vous allez chez un expert juridique, vous achetez les parts, le sujet est clos, hein. C'est pas ça le plus compliqué. Et puis après, vous êtes le patron, donc c'est facile ça aussi. Les gars vous disent, bon, bah, c'est le patron, les clients vous disent, bon, bah, c'est le patron. Ouais. Et puis quand le patron, lui, se retrouve face à toutes ses incompétences, ses méconnaissances, ses problématiques, son quotidien familial, professionnel, et ainsi de suite, et ben là, on est dans le dur. Et quand on est dans le dur, bah là, c'est plus aussi drôle que d'avoir acheté des parts ou d'être simplement le patron sur un papier. Il faut l'être pour de vrai. Et pour ça, eh ben, il va falloir faire preuve de tout ce qu'on a vu dans cette vidéo, c'est-à-dire de persévérance, bien évidemment, mais aussi d'humilité. Il va falloir apprendre, il va falloir se mettre dans le bon timing pour pouvoir manager, réussir, avoir des clients. En tout cas, il va falloir que vous ayez cette vision qui vous emmène à dire « je peux réussir, je vais réussir et je vais persévérer parce qu'au bout du bout, c'est ce que je veux. Il n'y a rien d'autre que je veux plus que ça. Et si vous voulez réussir dans le monde du BTP, eh bien, persévérez, entourez-vous. C'est sûr que je vais vous dire ça. Entourez-vous. Aujourd'hui, il y a des organismes de formation. Apprenez, prenez le temps de vous former pour pouvoir faciliter l'apprentissage justement auprès de professionnels. Trouvez des mentors, trouvez un mentor. Cherchez pas des centaines de gens qui vont venir vous guider, dire comment faire parce que vous allez vous y perdre. Mais trouvez un mentor, un ancien qui est dans votre ville, dans votre village, qui a réussi, qui est dans le même domaine, que vous aimez écouter, qui a de l'expérience, qui a la même vision, qui a les mêmes valeurs que vous. Prenez un mentor pour pouvoir vous accompagner dans ces moments difficiles et finalement persévérer à plusieurs. C'est quelque chose qui est plus simple que de persévérer tout seul, bien évidemment. Voilà, j'espère que ces quelques points vous aideront à réussir là où les autres échouent. Vous verrez comment vous pouvez adapter ce que je vous ai dit pour vous-même personnellement, puis vous-même aussi dans le cadre de votre entreprise, voir comment vous pouvez appliquer tout ça dans votre entreprise. En tout cas, moi, je sais qu'avec persévérance, vous pouvez réussir, je crois en vous. Alors, allez-y. Foncez, défoncez tout, réussissez là où les autres échouent, mais réussissez surtout pour vous. Et je vous dis, écoutez, bonne continuation et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.